Ici Cathédrale Osseuse, je suis à la marche du 22 mars contre le racisme et la montée du fascisme. On va essayer de prendre un peu la température. Ça va? Ça va autant qu'on peut aller, quoi. À titre perso, oui. Situation en France et dans le monde, non, ça va pas. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une marche contre le racisme et la montée de l'extrême droite un peu partout dans le monde. Donc toi, tu appartiens au groupe politique Les Écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts. Quelles propositions politiques on fait face à la montée de l'extrême droite? Il y a pas mal de volets différents. Déjà, il y a un volet principal, c'est le cordon sanitaire et ne jamais leur laisser une seule place dans les institutions. Ne jamais travailler, faire alliance avec eux, même pour une micro-victoire. Parce que c'est comme ça aussi qu'on les valorise et qu'on les normalise. Ouais. Et c'est ce qui a été lâché au niveau européen par la droite et même parfois des socialistes. Donc clairement, le cordon sanitaire, on continue. Il y a aussi le fait de ne plus trahir. Parce que finalement, si une partie des classe populaire notamment s'est détournée de la gauche, c'est aussi parce que la gauche a trahi. Bon, je suis avec un camarade sûr de Révolution Permanente. Ça va? Salut, merci, ouais, ça va bien toi? Ça va, ça va. Bon alors, comment on fait pour ramener les classes populaires qui tombent dans les bras du pacte racial que propose l'extrême droite? Comment on fait pour les ramener à gauche? Est-ce que la proposition des organisations, des partis réformistes, ça suffit pour les ramener? Est-ce que ça va les décevoir? Comment vous vous positionnez là-dessus à Révolution Permanente? Je pense que c'est pas que ça ne suffit pas, les propositions que font les organisations réformistes, c'est qu'elles sont contre-productives à mon avis. Parce qu'il y a un certain nombre d'études aujourd'hui, même de sociologues par exemple, qui montrent qu'une grande partie des classes populaires qui cèdent au racisme, ça se fait sur une base de, de désespoir de classe, d'une certaine manière. Il y a toujours la haine du riche, elle existe toujours. C'est pas qu'ils ont réussi à remplacer la haine du riche par la haine de l'étranger, mais il y a face à un sentiment de déclassement, il y a l'idée que c'est plus facile de s'en prendre à ceux qui sont en bas et que c'est pas possible de s'en prendre à ceux qui sont tout en haut, aux riches, aux classes dominantes. Et ça, c'est à cause en fait de défaites sur les dernières années, de trahison aussi des gouvernements. Oui, je voulais y venir là-dessus. Alors bon, les classes populaires, on a un gros problème. Une grande partie des classes populaires basculent soit dans l'abstention, soit du côté du Rassemblement national. Bon, ça, maintenant, on a les stats, on voit clairement ce qui se passe. Comment on fait pour ramener ces classes populaires, notamment blanches, qui se font avoir par le pacte racial que propose l'extrême droite? Tu dis, voilà, il faut redevenir de gauche, il faut être solide. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes vraiment solide chez les écologistes? Moi, j'estime que oui. Et en plus, j'appartiens à un courant où on essaye de porter la bataille culturelle un peu plus fort que ce que font d'autres écologistes, à mon avis. C'est-à-dire, notre courant s'appelle Radicalement Vôtre, avec notamment Sandrine Rousseau, qui est une des figures. Alors, toi, tu fais partie de l'aile gauche des écologistes? Je ne sais pas si on peut dire gauche, parce que sur le fond, la plupart des écologistes partagent la même vision. Par contre, on estime qu'il faut vraiment assumer de porter un discours radical et qu'il ne faut pas avoir peur d'effrayer les gens, etc. sur le changement, que ce soit climatique, sur l'islamophobie, sur tout un tas de sujets, en fait. Il faut mener cette bataille culturelle, sinon on est fichu, parce que l'extrême droite, il l'amène, la bataille culturelle. Et pour l'instant, ils avancent. C'est intéressant parce que là, tu rappelles qu'au fait, dans le racisme, il y a un fondement économique et matériel. C'est-à-dire que la promesse que fait le Rassemblement national, qui est une fausse promesse auprès des classes populaires blanches, c'est vous inquiétez pas, on ne touchera pas à vous, on va s'en prendre aux plus faibles et il y aura toujours à manger pour vous. Mais sans remettre jamais en question l'ordre social capitaliste, bourgeois. Voilà, fondamentalement. Je peux juste ajouter un truc sur ça, c'est qu'en fait, même on voit qu'en fait, les personnes qui cherchent aujourd'hui des solutions purement électorales à la question, c'est-à-dire comment on soude un bloc des classes populaires, pas trop raciste, quelque chose comme ça, se fait toujours sur une forme de moins-disant. Par exemple, si on regarde aujourd'hui les débats qui existent à gauche, c'est est-ce qu'il faut parler ou pas du racisme, parce que sinon, peut-être les classes populaires ne voteront pas pour nous. Et donc en fait, il y a une articulation. Ouais, ça, c'est la problématique Ruffin, par exemple. Par exemple, mais qui touche en fait la gauche à l'international. Il y a ces mêmes débats aux États-Unis face à Trump, c'est en Allemagne également, tu vois, ça va une neige, c'est des courants comme ça. Le problème, c'est que c'est lié avec le fait de ne pas avoir réussi et d'avoir même bloqué les mobilisations par en bas des luttes des masses, parce qu'on leur donnait qu'un débouché électoral, et donc de toujours chercher en fait à regrouper sur le plus petit dénominateur commun, et qui donc a pour moi une articulation entre le fait d'avoir subi des défaites de notre camp social depuis plusieurs années, et en même temps de ne pas être capable de battre pied à pied les idées racistes, de ne pas laisser un seul mètre carré, un seul centimètre carré aux idées racistes. Vous appréciez ce que vous êtes en train de voir? Si vous voulez m'aider à développer la chaîne et à produire plus de contenu, n'hésitez pas à faire un don sur mon Tipeee. Vous êtes déjà beaucoup à me soutenir, il y a plus de 400 € qui tombent tous les mois. Merci à vous. Je mets le lien du Tipeee en description et dans l'espace commentaire. Et pourtant, Sandrine Rousseau, tu vois, il y a beaucoup de militants qui vont lui reprocher, de camarades qui vont lui reprocher notamment de mettre en avant un féminisme très blanc, très couche intermédiaire, tu vois, qui va vachement pénaliser sur la question écologique, les classes populaires notamment. Est-ce qu'elle est tant que ça du côté des classes populaires, au niveau de la ligne qu'elle défend?
C'est sûr que personnellement, elle n'appartient pas à ces classes-là, mais par contre, les personnes avec qui on travaille dans notre groupe, il y a des personnes de tout type. Et parmi les personnes qu'on a fait monter, que ce soit au Parlement européen, Melissa Camara, elle n'a pas du tout elle vient pas de la même sociologie, disons, que d'autres personnes dans le parti. Et on essaye en interne de faire monter ces personnes dans notre courant notamment. Et pour le coup, c'est assez efficace en fait d'avoir d'autres personnes qui puissent porter ces combats-là. Après, on est clairement en soutien de toutes les luttes dans les quartiers, de toutes les luttes féministes, intersectionnelles, autres aussi. Mais justement, il ne faut pas le faire à la place d'eux. Il faut du temps en interne pour faire monter les gens qui vont pouvoir les représenter encore mieux que ce qu'on peut faire en tant que personne blanche, quoi. Pour aller dans ton sens, ce qui est intéressant, si on prend tout un tas de cas, mais déjà le cas des États-Unis, Trump il est réélu parce que en face, il n'y a pas un projet de rupture, il n'y a pas d'alternative pour les classes populaires. Ils ont le choix entre deux tendances de bourgeoisie, au fait, tu vois. Et si on prend le cas, par exemple, alors vous allez être critique vis-à-vis de ça, mais c'est juste un exemple. Un exemple récent historique, c'est la Grèce avec Syriza. Syriza, c'est un parti, je crois, qui fait 5%. Et à partir du moment où il y a la crise, l'extrême droite monte, forcément, parce que l'extrême droite monte toujours dans les moments de crise, politique, économique. Syriza passe de 5% à plus de 20%. Et ils prennent le pouvoir. Bon, par contre, ils n'étaient pas prêts, ils se sont fait rouler dessus. Ça dit quoi? Ça dit que, si on regarde du côté du programme de Syriza, ils n'ont fait aucune concession sur la question antiraciste. Et ça, il y a Stathis Kouvalékis qui en parle très bien, je vous invite à aller écouter ce qu'il dit. Donc voilà, ça va dans ton sens. Moi je sais pas si je serais d'accord avec ça, parce que la réalité c'est que Syriza, ils sont arrivés au pouvoir en faisant une coalition avec un parti de droite souverainiste qui était l'ANEL, et qui avait eu, si je me souviens bien, le ministère de la Défense. Et qui du coup avait géré par exemple le fait de repousser les migrants, de faire des pushbacks, de crever des bateaux de migrants, tu vois, sur j'ai pas les datas là-dessus. Les îles Lesbos, etc. Et qui à mon avis justement ça montre comment tous les courants réformistes, leur faille systématique, parce que des fois se donnent des airs très radicaux. Bon, on sait ce que ça a donné à Syriza au bout de quelques mois, hein, ça a été abandonné, mis à la poubelle. Mais les airs radicaux derrière, il y a toujours un abandon et un impensé de l'impérialisme, de la question coloniale. Et dans un pays comme la France, c'est très clair. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme une force de rupture, mais une force antiraciste comme la France insoumise, a au cœur de son programme la défense de l'impérialisme français sur les 5 continents. Et donc, y compris de l'héritage colonial, et l'héritage actuel colonial de l'impérialisme français. Et ça, c'est une faille, parce qu'en période de guerre, on sait que le racisme, et notamment en France, où il y a des structures coloniales ancrées et qui subsistent, il vient de là. Et c'est pour ça que je pense qu'y compris tous les courants qui aujourd'hui pourraient réfléchir à... Voilà, on sait, il y a le débat avec Boutelja, tu parlais de Kouvalékis qui est aussi dans cette équipe, de remobiliser les affects autour d'une nation du drapeau, une nation internationaliste. Aujourd'hui, dans un contexte de guerre et de militarisation, ça va être le carburant, mais à 2000 à l'heure, du racisme et de l'exclusion. Il va falloir, pour combattre l'ennemi extérieur, qui aujourd'hui les Russes, mais peut-être demain quelqu'un d'autre, il va falloir combattre l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, c'est les étrangers, c'est les racisés, c'est les immigrés, peu importe la génération depuis quand ils sont en France, tous ceux qui ne sont pas français comme on voudrait qu'ils soient. Et c'est ça qui va être le carburant du racisme, et il faut que la gauche elle prenne ça à cœur aujourd'hui. Toute lutte réelle contre la militarisation est une lutte contre le racisme, et toute lutte réelle contre le racisme est une lutte contre la militarisation. Alors j'entends tout ce que tu dis, tu as l'air d'être un militant sincère, mais moi je pense qu'il y a vraiment un problème avec ton organisation politique. On l'a vu sur tout un tas de séquences. Il y a Marie Toussaint, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui parle de pauvrophobie par exemple, au lieu de parler de lutte de classe. Ça c'est vraiment des glissements sémantiques qui traduisent un glissement théorique assez criant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le massacre en Palestine? Il y a eu des cadres de votre organisation qui n'ont pas été à la hauteur. Ils ont été dans le sens de la classe médiatique bourgeoise, ils ont servi la soupe, tu vois. Il y a tout un tas de choses sur la Palestine, je suis pas d'accord pour le coup. Hein. Sur la Palestine. Ça fait un moment qu'on dénonce le génocide en Palestine, qu'on a eu des parlementaires qui ont essayé de s'y rendre, etc. Ouais, mais vous avez joué le jeu du on dénonce le massacre du 7 octobre. Vous vous êtes fait niquer le cerveau par la propagande. De mon point de vue, il faut dénoncer les massacres dans tous les cas. Donc ça, je l'assume. Complètement. Mais tu es d'accord que ça a été complètement instrumentalisé pour détourner l'attention de ce qui se passait dans la bande de Gaza? Complètement. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer. Et la priorité là maintenant, c'est d'arrêter le génocide. Donc clairement, toute la pression, elle doit aller sur Israël. Okay. Mais clairement, je dénonce aussi le massacre du 7 octobre qui pour moi n'aurait pas dû avoir lieu. Mais le débat avec Boutelja, il était intéressant parce qu'il y a Anas Kazib qui s'est invité dans le débat aussi. Donc Anas Kazib qui est la figure de proue de votre organe. Et ouais, c'est vrai que Boutelja, elle met en avant l'idée d'un patriotisme progressiste, internationaliste. Et alors ça avait du sens peut-être de se revendiquer du patriotisme au 19e siècle, je sais pas, tu vois, mais dans le contexte actuel, bon, la France est une puissance coloniale. Et en plus de ça, si on va encore plus loin dans le débat, ce qui est intéressant, c'est que, au fait, ils veulent mobiliser les classes populaires sur des abstractions. Les classes populaires, elles se mobilisent d'abord, et ça il faut vraiment aller du côté de la sociologie, on peut aller notamment du côté de Bourdieu,
Les classes populaires, elles se mobilisent d'abord sur des choses très concrètes, de la vie de tous les jours, la fin de mois, tout ça. Et en fait, si on regarde d'un point de vue sociologique, les couches de la société qui adhèrent à des projets politiques où déjà on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus métaphysique, tu vois, ça va être des couches très privilégiées. Donc c'est stratégiquement complètement foireux. Bon, je sais pas si tu as un truc à dire là-dessus. Pour moi, la question, elle se pose au-delà de abstraction par abstraction, même si je rejoins, je suis d'accord avec la critique que tu dis. Par ailleurs, aujourd'hui, il faut voir qui mobilise sur cette abstraction-là aussi. Ça va être l'État qui va nous dire que là, il faut se militariser, il faut se préparer à la guerre, préparer des kits, chacun a pensé, à préparer chez vous un sac avec une bouteille d'eau et des piles, si jamais il y a une attaque nucléaire. Mais pourquoi? Pour défendre la démocratie, la liberté, ou je ne sais quoi. Qui sont des abstractions aussi, parce qu'on sait ce que vaut la démocratie et la liberté sur le capitalisme. Maintenant, en effet, nous, on pense qu'il faut mobiliser les classes populaires sur des choses concrètes, sur des... On l'a vu, le cas des Gilets jaunes, c'est parti sur une question de taxe sur l'essence, mais qui a mobilisé beaucoup plus large et qui posait en fait la question de la fin de ce régime antidémocratique à la Ve République, qui gouverne à coup de 49.3, qui a questionné la fin du mois, qui questionnait la fin du monde, même aussi l'écologie. Maintenant, bon, la fin du monde, la guerre nous le promet aussi. Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi faire... parfois, il y a des choses qui ne sont pas palpables dans l'immédiat, pour lesquelles il faut réussir à faire le pont de aujourd'hui. La lutte contre la fin du mois, pour nous, doit être menée en cohérence avec une lutte pour le socialisme, pour une autre société, qui peut-être n'est pas palpable aujourd'hui, mais qui est très concrète, parce qu'en fait... Je suis d'accord avec toi, voilà. il faut aussi convoquer cet horizon, évidemment. Il faut toujours penser court terme, long terme. Voilà, mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, dire mobiliser sur le patriotisme internationaliste, c'est d'autant plus une abstraction, voire même un mythe ou un écran de fumée, parce que patriotisme internationaliste, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on est la France, quoi. Enfin, je peux voir ce que ça veut dire quand on est une nation opprimée, et que le fait de sa libération, de se battre pour sa patrie, si on veut, implique une lutte, mais à mort contre l'impérialisme, et tous les pays colonisés se sont toujours regardés les yeux dans les yeux et se sont soutenus. Les luttes des peuples colonisés se sont toujours menées ensemble, et en ça elles étaient internationalistes. Aujourd'hui, défendre la patrie française, c'est défendre le droit à ce que derrière les chars Leclerc, il y ait les camions de Bolloré ou les camions de CMA-CGM pour élargir leur marché, quoi. Alors historiquement, ton organisation, c'est intéressant parce qu'il y avait des tendances anarchistes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et au fait, là, la dominante, moi quand je parle avec certains camarades sur le terrain, je connais un camarade un peu dissident au sein de votre orga sur Toulouse d'ailleurs. Donc historiquement, il y avait des courants anarchistes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Je disais du coup, au fait, moi je trouve que vous naviguez à vue stratégiquement et théoriquement. Vous êtes maintenant dominé par des logiques sociales libérales au sein de l'organisation. Alors bon, je sais qu'en interne, il y a des tendances plus de gauche, plus radicales, etc. Mais ça a l'air compliqué, quoi. Et vous oscillez constamment entre, d'un côté, le Parti Socialiste, l'AFI, vous ne savez pas à qui donner l'heure. Et malheureusement, on voit bien que le Parti Socialiste est à la rue, les classes populaires boudent le Parti Socialiste, il est hors de question de les remettre en selle. Et si on recommence à créer des alliances trop complaisantes avec eux et à leur donner trop de place et d'importance, les classes populaires vont encore à nouveau nous bouder, au fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on navigue à vue stratégiquement, et c'est quelque chose qui m'agace profondément chez les écologistes depuis que j'y suis. Et j'ai toujours appartenu à des courants en fait, qui essaient de faire peser une ligne stratégique qui ne varie pas à chaque élection. Pour l'instant, on n'est pas majoritaire. Clairement, le parti est plutôt dans une vague à changer selon l'air du vent au fil des élections, donc je suis assez d'accord. Et pour ça, il faut qu'il y ait d'autres militants qui nous rejoignent pour porter une autre ligne. On se perd dans le drapeau. Enfin, bref, je suis d'accord que le Parti Socialiste est boudé par les classes populaires, etc. Beaucoup plus de proximité du point de vue idéologique avec la France Insoumise, il n'y a pas de doute. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de territoires, et même au niveau français, où on représente déjà trop peu la gauche un peu plus solide. Et je pense qu'il y a des cas où on n'a pas le choix que de faire une alliance plus large avec une partie du Parti Socialiste, voire tout le Parti Socialiste. Mais effectivement, il faut que cette alliance soit dominée sur la base d'un programme qui soit le nôtre. C'est ce qu'on a fait un peu plus en tirant sur le NFP. Mais je pense qu'on ne peut pas faire 100% sans le Parti Socialiste à l'heure actuelle. D'un point de vue électoraliste, sans doute, tu as raison, c'est possible. Ça dépend des circonstances à chaque fois. Là, dernièrement, bon, il a fallu faire barrage. Il a fallu composer avec le Parti Socialiste pour aller chercher certains groupes sociologiques qui ne votent pas forcément France Insoumise et qui boudent Mélenchon. On a aussi des désaccords, tous les deux. Enfin, avec RP, plus généralement, tu vois. Mais en fait, pour moi, la question Mélenchon, tu vois. La question Mélenchon, elle est très simple. En tant que militant révolutionnaire, est-ce qu'on veut militer en prison parce que Le Pen est au pouvoir et écrire des carnets comme Gramsci, tu vois? Ou est-ce qu'on veut militer avec, alors un Mélenchon au pouvoir, j'y crois pas trop, mais bon, allez, on fait l'expérience de pensée pour le jeu, tu vois. Avec un Mélenchon au pouvoir. Dans quel contexte dans quel cadre on veut militer en tant que militant révolutionnaire? En fait, la question Mélenchon, pour moi, elle est très simple, c'est ça, au fait. Parce qu'on sait que Mélenchon, il va pas faire grand-chose. S'il arrive au pouvoir, j'y crois pas, mais il y aura une amplification de la lutte de classe. Ça va être, si on n'est pas prêt,
si les syndicats sont pas là, si les classes populaires se soulèvent pas, ça va être le déluge, au fait. Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? T'es pas d'accord, sans doute? Non, je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que c'est faire abstraction déjà des expériences récentes, parce qu'il y a eu des Mélenchon d'autres pays, Podemos, Syriza, Allende. il y a plus longtemps, oui. Mais même dans ces années très récentes. Il y a eu des expériences en tout cas de choses qui ont tenté d'arriver au gouvernement, et certaines y sont arrivées. Allende était beaucoup plus radical, d'ailleurs. Allende était 1000 fois plus radical. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là? Si tu regardes aujourd'hui la Grèce, l'Espagne, c'est pas qu'il y a eu une plus grande facilité à militer. Au contraire même, face à la contre-offensive des capitalistes, les masses populaires ont été totalement désarmées parce qu'elles avaient l'illusion qu'un gouvernement de gauche allait régler leur situation. Dans le cas de Allende, c'est pas vrai. Dans le cas de Allende, c'est pas vrai, mais elles ont été désarmées concrètement par ce gouvernement qui a refusé de leur donner des armes et qui a nommé Pinochet au gouvernement en disant « Regardez, c'est un général loyaliste, il va rien nous faire. » Et surtout, restez tranquille, parce que si vous provoquez trop, les militaires vont vouloir nous faire un coup d'État. Moi, je suis avec un camarade qui fait partie d'un groupe antifa au sein de la France Insoumise. Donc ça, c'est assez particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on a l'habitude de voir les groupes antifa agir en dehors des orgas politiques et tout. Alors en fait, c'est le réseau insoumis antifasciste. Il a été lancé officiellement là en janvier. C'est une initiative qui part là depuis quand même quelques mois. Et il y a un certain nombre de groupes locaux qui ont été créés un peu partout dans toute la France. Okay. Il y en a, je pense, plusieurs dizaines là actuellement. Donc c'est des groupes qui se constituent pour diriger l'action militante de camarades insoumis directement sur l'action antiraciste et l'action antifasciste. Et concrètement, vous faites quoi au quotidien, de semaine en semaine? Du coup, on organise la lutte pour à la fois être en opposition à l'organisation des fachos, pour les empêcher de s'organiser concrètement sur le terrain, s'ils organisent des conférences, s'ils appellent à des rassemblements, etc. Faire un peu ce qu'on pourrait appeler du harcèlement républicain, quoi, pour qu'ils ne puissent pas occuper le terrain et s'organiser. Il y a aussi des actions plus liées à de l'agitation propagande, à de la formation aussi éventuellement. Et puis dynamiser la mobilisation, par exemple là autour de cette manifestation à Toulouse. Le RIA il a pris sa part pour dynamiser la mobilisation, pour appeler les gens à venir à la manif, etc. Ça ressemble à ce que des groupes antifa classiques font en termes d'action C'est des actions qui sont quand même dans le mode opératoire plus de la France insoumise. Ouais. C'est-à-dire que c'est des actions qui sont publiques, qui tendent à être les plus massifs possibles, à inclure le plus de gens possible, etc. Donc sur l'aspect réaction, effectivement, ça se rapproche et on essaie de travailler aussi avec les groupes antifascistes qui existent déjà, évidemment. Et après, je pense qu'on a aussi autre chose à apporter, nous, du fait d'être au sein d'une organisation comme celle de la France Insoumise. C'est vrai qu'Allende a freiné l'amplification de la lutte des classes et le soulèvement des classes populaires, mais dans les faits, il s'est fait dépasser par sa gauche. Et parce que les classes populaires ont pris conscience, c'est par la pratique que les classes populaires prennent conscience des limites du réformisme. Ils l'ont fait avec Allende. Ils se sont rendus compte qu'il y avait la possibilité d'un putsch. Et ils ont dépassé Allende par sa gauche. On pourrait avoir le même cas de figure avec Mélenchon. Le problème, c'est que prendre comme exemple stratégique le Chili, c'est la leçon d'une très très grande défaite. C'est vrai. Voilà, mais après, l'histoire du mouvement social est remplie de défaites. Voilà. Défaite en défaite jusqu'à la victoire finale, voilà, comme disait l'autre. Mais non, l'autre question, c'est que moi je pense que même c'est désarmant par rapport à la lutte contre l'extrême droite de penser qu'aujourd'hui on va échapper à l'extrême droite en mettant tous nos espoirs dans un gouvernement de gauche. Et dans un gouvernement de gauche, par ailleurs, il faut voir comment, parce que l'optique stratégique du mélenchonisme aujourd'hui passait par une union de la gauche, NFP, NUPES. Il faut imaginer, parce qu'après souvent on vote et puis 6 mois après il y a les scandales, quoi. Il y a Roussel qui lâche une dinguerie, il y a le PS qui vote avec Bayrou, le PS qui expulse la gaieté lyrique. Qu'est-ce que feraient ces gens s'ils étaient au pouvoir, s'ils étaient ministres? Et c'est ce qui s'est passé en fait dans les autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé face à la montée de l'extrême droite en Espagne, face à Vox? En Espagne, le Podemos a dit de voter avec le PSOE et de faire des alliances avec le PSOE. Je connais pas le cas espagnol. Il est intéressant à étudier parce qu'il y a beaucoup de comparaisons possibles. Aujourd'hui, Podemos est devenu une secte et c'est le PSOE qui est au pouvoir et qui apparaît comme c'est un scénario Harris-Trump, Kamala Harris-Trump. Il faut choisir la nuance de bourgeoisie que tu préfères. Et en France aujourd'hui, on voit que l'héritage, en tout cas que laisse actuellement la France Insoumise, c'est celle d'avoir réhabilité le PS et d'avoir réhabilité ELV, qui aujourd'hui sont des trucs qui faisaient 1% en 2022 et qui ont 60 députés. Sur le PS, ils ont chié. Là, on est d'accord que. Mais pour moi, c'est pas un accident de parcours, c'est pas un dérapage. C'est lié profondément à la stratégie de conquête par les urnes, de conquête du pouvoir par les urnes. Et ça impose, parce qu'après, sinon, en fait, on est toujours à. T'as raison là-dessus.
La question, c'est que une stratégie différente impose des tâches différentes. Nous, la stratégie qu'on défend, c'est que c'est les masses qui peuvent se défendre contre l'extrême droite, mais qui peuvent surtout lutter contre le macronisme, faire tomber Macron et préparer les grands combats qui vont arriver. C'est pas les révolutionnaires qui déclenchent les révolutions, qui déclenchent les grandes explosions sociales, mais quand il y en a, ça change quelque chose, qu'il y a des révolutions organisées ou non. Aujourd'hui, on voit même des secteurs de la gauche critique, on va dire, de la France Insoumise, que peut-être tu fais partie, qui tactiquement voterait pour le mélenchonisme. Moi j'assume j'appelle à voter Mélenchon quand il y a des élections. En dehors de ça, il faut faire le taf. Voilà. La réalité, c'est que derrière, en fait, c'est un appel systématiquement à ce que les révolutionnaires abaissent leur programme ou le cachent en période d'élection. Si on peut rebondir un peu sur la France Insoumise. Bon, là en fait la montée de l'extrême droite c'est quoi? La montée de l'extrême droite c'est aussi les classes populaires qui tombent dans le pacte racial avec l'extrême droite. Face à ça il faut une gauche forte. Oui, évidemment. Parce que sinon on tombe dans le cas des États-Unis. Trump il a été élu en face, pourquoi? Il n'y avait pas d'opposition en fait, il n'y avait pas d'alternative. C'était quoi? Il y avait de gauche néolibérale voilà, c'est ça. Qui propose aucune alternative en fait au projet actuel du capitalisme qui est en train de faire complètement sa mue fasciste. Parce que le fascisme, en fait, ce n'est qu'une des formes du capitalisme. C'est voilà. Mais du coup, est-ce que la France Insoumise, c'est un projet de rupture assez conséquent au regard de ça, tu vois? Est-ce que ça suffira à emmener les classes populaires dans un projet de rupture? Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est effectivement qu'il y ait un projet de rupture avec l'ordre capitaliste qui est raciste, qui est sexiste, écocide. Je pense que la France Insoumise, oui, porte en elle profondément une volonté de rupture, que ce soit dans sa stratégie, dans la volonté de ses militants et de ses militantes. Et je pense que de toute façon le néolibéralisme est à un niveau d'autoritarisme tel. On pourrait dire des choses sur le programme de la France Insoumise. Je pense que son projet amène forcément à une rupture avec l'ordre qu'il y a actuellement. Ça veut dire que tu serais prêt, toi, vraiment à dire publiquement, à assumer une parole, ne pas appeler à voter Mélenchon et dire bon bah on prend le risque de voir Le Pen au pouvoir. Tu veux... Pour moi, il faudrait discuter dans le cadre d'un second tour. Dans le cadre d'un second tour, Le Pen-Mélenchon. Mais nous, au premier tour, on vote pour des candidats révolutionnaires. Pourquoi pas? Pour lutte ouvrière, quand c'est eux qui se présentent. Mais parce qu'on pense que le message que ça envoie, c'est que c'est aux travailleurs de se défendre et qu'ils se défendront toujours par leur propre force. Le mélenchonisme, si tu regardes stratégiquement, même ce qu'il propose, c'est une confiance aveugle en l'État bourgeois, en l'État tel qu'il existe. C'est appeler même les gens à se défendre en interpellant Retailleau, en interpellant Darmanin. C'est une critique qu'on fait aux camarades de la France Insoumise. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et ça, y compris si ne croyons pas que le fascisme va disparaître par le bulletin de vote. Enfin, ça, je pense que tu le sais. Y compris s'il y avait un gouvernement de gauche, peut-être même que la menace fasciste serait plus forte sous un gouvernement de gauche parce qu'il y aurait une réaction. Et après, un gouvernement... c'est une situation très dialectique du coup. Amplification de la lutte des classes. Le gouvernement Le Pen serait aussi quelque chose de très très dur. On le voit aujourd'hui avec ce que fait Trump aux États-Unis. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le projet de rupture de la France Insoumise, c'est un projet de rupture avec l'ordre néolibéral. Ouais. Par contre, si on va plus loin, tu vois, si je suis un peu plus frontal dans ma critique, au fait, c'est la critique du réformisme que je fais là, tu vois. Historiquement, bon, ça fait 150 ans que le mouvement social se bouge et le réformisme, bon, bah, c'est compliqué, quoi. Pour moi, la grande discussion réformisme, action réformiste, action révolutionnaire, etc., on en a fait deux stratégies complètement séparées. Pour moi, c'est deux stratégies qui peuvent s'articuler et qui doivent s'articuler. C'est intéressant. La France Insoumise, elle a, du coup, on pourrait dire que classiquement, elle s'inscrit dans la stratégie réformiste historiquement. Mais au final, il y a énormément de militants qui sont aussi dans des syndicats, dans le champ social de manière générale. On est dans une situation actuellement en France, par toute l'histoire qui nous précède, où une des meilleures manières de mobiliser en masse, ça reste la stratégie électorale, je pense. De créer un mouvement de masse et de rassembler les gens autour au moins de quelque chose, ça reste selon moi la stratégie électorale. Donc c'est un point de départ. Évidemment, la France Insoumise qui arrive au pouvoir, ça ne peut être que le début de quelque chose. Donc pour toi, la France Insoumise qui arrive au pouvoir, il y a une amplification de la lutte des classes et c'est potentiellement un basculement. Il y a un réveil des classes populaires à ce moment-là. Ça ouvre une brèche. Et on entre dans une autre séquence à ce moment-là. Ouais, ça ouvre une brèche. Ça ouvre une brèche et après, de toute façon, c'est la responsabilité à chacun, chacune et aux organisations du mouvement social de profiter de cette brèche qui est ouverte. Partout où l'extrême droite passe, tu sais très bien, tu as une culture historique, que nous, on met 50 ans à reconstruire le mouvement ouvrier, quoi.
Et des orgas et des syndicats. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup d'exemples historiques aussi. Pour moi, il faut pas considérer... En fait, il y a tout un discours à gauche aujourd'hui que si Le Pen passait, ce serait 1933, extinction du mouvement de masse. Je ne suis pas sûr que Le Pen ait la force de faire ça. La force qu'avait le NSDAP, qu'avait Hitler, c'est qu'il avait des centaines de milliers d'hommes armés dans les rues. C'est pas la même situation, mais on serait quand même dans la merde. Hein. Elle aura les surpouvoirs dictatoriaux qu'offre la Ve République et qu'on dénonce. Mais le problème, c'est qu'il faut commencer à batailler contre tous ces éléments-là dès aujourd'hui et à armer le mouvement de masse qui va devoir compter sur ses propres forces et pas compter sur l'État, pas compter sur un gouvernement de gauche, pas compter sur... Parce qu'on le voit, tu vois, nos camarades en Argentine, par exemple. Il y a des camarades de Révolution Permanente qui sont dans le Parti travailleur socialiste, le PTS, qui ont des députés, par ailleurs, en Argentine. On nous a dit aussi qu'il fallait voter pour le moindre mal de gauche, tu vois, face à Milei. Aujourd'hui, le moindre mal de gauche, il explique aux travailleurs qui commencent à faire des grèves un peu spontanées, des révoltes, qu'il faut attendre les prochaines élections pour chasser Milei, qu'il va falloir respecter le cadre établi. Ça, c'est un problème, on est d'accord. Hein. Voilà, mais je suis pas sûr que Mélenchon se positionnerait comme ça sur des mouvements sociaux. De ce que j'ai vu, pendant la réforme des retraites, les appels de la France Insoumise étaient certes à bloquer le pays, mais pour convoquer de nouvelles élections, pour résoudre la crise dans le cadre des institutions étatiques. Ils restent dans leur cadre électoraliste et je pense que ce cadre-là ne changera pas par magie face à un danger d'extrême droite. Et c'est bien pour ça qu'on appelle les gens à s'organiser dans des organisations révolutionnaires, à comprendre que les classes doivent être indépendantes, qu'on ne doit faire aucune confiance à l'État français tel qu'il est, que c'est un État impérialiste et que les travailleurs n'ont rien à défendre là-dedans. C'est très différent de ce que dit par exemple toute la gauche du NFP par rapport au problème de la guerre, aujourd'hui au problème de réarmement. Bon là, la France Insoumise commence à penser l'après-Mélenchon. Ils essaient de s'implanter d'un point de vue à l'échelle municipale, à l'échelle locale. Est-ce que le risque, c'est pas de notabiliser le parti? Et comme tous les partis qui se sont ancrés localement dans l'histoire, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, on va finir avec des espèces de barons locaux qui pantouflent et qui ramollissent la ligne globale de la France Insoumise. À terme, tu vois, est-ce que c'est pas le risque? Est-ce qu'il ne faut pas construire autre chose pour prendre la France Insoumise par sa gauche, au hasard reconstruire un parti communiste digne de ce nom, je ne sais pas. Pour le coup, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça, parce que moi, je suis au sein de la France Insoumise et je pense que... Ouais, je pose des questions chiantes, hein, désolé. Non, mais t'inquiète. Mais pour l'instant, moi, je pense que c'est là qu'il faut donner de la force. Okay. Après, sur la question de la notabilisation, etc., moi, j'entends le risque, tu vois. Je ne sais pas si ça a à voir avec l'après-Mélenchon ou pas, d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne laisse pas faire ça. Ça s'est passé, effectivement. Dans l'histoire, on voit qu'il y a des exemples de ça. L'histoire est faite pour qu'on apprenne des erreurs du passé et qu'on fasse en sorte de ne pas reproduire ça et qu'on ne laisse pas faire ce genre de dynamique. En fait, toute votre rhétorique qu'on retrouve aussi à Lutte ouvrière, au NPA, de voilà, on va envoyer un candidat qui vient, qui est un travailleur avant tout. On va envoyer un message fort, mais tout le monde s'en fout de ça, c'est des conneries, tu vois. Le message fort, désolé, c'est pas par le profil, c'est par ce qu'il dit. Moi, un travailleur pour être un travailleur, bon c'est très bien, mais c'est des travailleurs révolutionnaires qu'on envoie et qui sont des travailleurs qui organisent leurs collègues, qui sont des exemples vivants de ce qu'on voudrait faire à échelle de masse. Du coup, désolé, mais il y a quand même plein de révolutionnaires issus de la petite bourgeoisie intellectuelle, historiquement, qu'on fait le travail, hein. C'est possible aussi, faut pas fétichiser le rapport de production. Nous, comme on dit, mais je crois même que c'est Anas qui disait ça dans un live de discussion avec Boutelja, où il disait moi je suis un ouvrier et j'aime pas les ouvriers pour ce qu'ils sont ouvriers. Nous on pense que c'est la classe ouvrière qui peut changer les choses parce qu'elle a le rapport de force et le rapport social dans la production pour le faire. C'est elle qui a la machine entre les mains, toute la machine. Maintenant la question, si des gens viennent de la petite bourgeoisie intellectuelle et s'engagent pour la classe ouvrière, pour l'émancipation de la classe ouvrière, pour la révolution, il n'y a aucun souci avec ça. On ne demande pas une carte d'identité à l'entrée. La question, c'est que tu es défini par tes actes, pas par ton origine sociale. Parce qu'à Lutte ouvrière, bon, par exemple, à Lutte ouvrière, il y a une fétichisation du salariat, quoi, concrètement. Peut-être. Ah oui. Peut-être, mais après, bon, je suppose qu'à Lutte ouvrière, il y a aussi des militants qui viennent de tous les horizons. Encore une fois, que ce soit dans l'histoire, dans les organisations actuelles ou dans l'histoire du mouvement ouvrier, Karl Marx n'est pas né dans une usine, Friedrich Engels non plus. Pourquoi on se souvient d'eux? C'est parce que tout leur... Friedrich Engels, fils de patron d'usine. Fils de patron, qui a utilisé tout le pognon de son patron pour le filer à Marx pour qu'il puisse écrire le Capital. L'argent de papa finançait Marx, les frérots. Donc si papa a de l'argent, ne le renie pas, garde-le, utilise-le, mais pour des bonnes choses, pour la révolution.